Cette nuit-là, Jarby frappait un portail en fer avec ses poings nus. Pas la porte de sa maison. Pas celle d'un ami. Celle de l'homme qui lui avait tout donné, la voiture, le costume, le sourire des riches et qui ce soir ne voulait plus le connaître. À l'intérieur, il y avait de la lumière. Des voix. Une fête, peut-être. Dehors, il y avait Jarby. 22 ans, costume froissé, les mains en sang, qui criait un prénom que personne ne venait répondre. 6 mois plus tôt, ce même garçon était à genoux dans une église de Mungali. Pas par dévotion. Par obligation familiale. Il croyait encore enfin, il faisait semblant de croire, ce qui est la même chose jusqu'au jour où ce n'est plus la même chose du tout. Ce qui s'est passé entre cette prière et ce portail, c'est l'histoire d'un homme intelligent qui a pris toutes les mauvaises décisions pour les bonnes raisons. Et quelque part sous la terre de Brazzaville, son père attendait que son fils choisisse. Il faut comprendre une chose sur Jarby Moukala, il n'était pas mauvais. C'était quelqu'un qui travaillait. Qui lisait. Qui avait les meilleures notes de sa promotion en 2e année de droit à l'université Jean-Baptiste, et qui le savait pas avec arrogance, avec la satisfaction tranquille d'un homme qui a trouvé la seule chose dans sa vie qui fonctionnait correctement. Parce que tout le reste, dans la vie de Jarby, fonctionnait comme un vieux ventilateur, bruyamment, laborieusement, et avec une chaleur qui ne rafraîchissait jamais vraiment. Son père, Évariste Moukala, conduisait un taxi depuis 20 ans. Pas un beau taxi. Un taxi qui toussait au démarrage et dont le tableau de bord avait 2 cadrans cassés. Sa mère vendait des beignets devant l'église le dimanche matin. Ensemble, ils s'en sortaient, mais s'en sortir à Mungali, ce n'est pas vivre. C'est survivre avec dignité, ce qui est respectable mais pas suffisant quand tu as 22 ans et que tu regardes tes anciens camarades de lycée poster des photos de restaurants depuis leur voiture. Jarby avait fait une croix sur tout ça. Les notes allaient tout changer. C'était le plan. Ce matin-là, il s'était levé à 5 heures pour être le premier devant le bureau des bourses. La bourse de mérite de la faculté. 5 places. Les 5 meilleurs dossiers. Jarby avait le sien dans une chemise cartonnée, relevé de notes, lettre de motivation réécrite 6 fois, recommandation du professeur Mbemba qui lui avait dit en face, « Jarby, cette bourse, c'est la tienne. Prépare-toi juste à signer. » Il avait attendu 3 heures dans le couloir. À 9 heures, une voiture s'était garée devant le bâtiment administratif. Un homme en costume gris était descendu avec son fils Adoum, un garçon de première année dont tout le monde savait qu'il avait plus d'argent que de cerveau. L'homme portait une enveloppe. Il n'avait même pas salué le gardien. Il était entré directement dans le bureau du responsable. La porte s'était fermée. 11 minutes plus tard, elle s'était rouverte. L'homme était ressorti sans l'enveloppe. À 10 heures, les résultats étaient affichés. Le nom d'Adoum figurait en 2e position. Jarby chercha son propre nom 3 fois. Il n'était pas là. Il resta devant la liste assez longtemps pour que les autres le voient. Assez longtemps pour qu'un étudiant qu'il ne connaissait pas lui dise doucement, presque avec compassion, « Mon frère, ici les notes ne comptent pas. Ce qui compte, tu sais ce que c'est. » Jarby rentra à pied. 40 minutes sous le soleil de 10 heures. Il ne dit rien à personne. En poussant la porte de la maison, il trouva son père à genoux dans le salon. Évariste priait. Les yeux fermés, les mains jointes, avec cette paix sur le visage que Jarby, ce matin-là, regardait pour la première fois avec quelque chose qui ressemblait à de l'irritation. Son père priait depuis 50 ans. Et il vivait toujours dans une maison en tôle. Jarby ne s'agenouilla pas. Il s'assit sur le canapé et attendit que son père finisse. Puis il alla dans sa chambre, s'allongea sur son lit, et pensa à l'enveloppe dans les mains du père d'Adoum. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que quelqu'un, quelque part, avait regardé la même scène que lui. Et que cette personne attendait exactement ce moment-là. Le moment où Jarby cesserait de s'agenouiller. Parce que les hommes qui se relèvent de la foi, on peut leur vendre n'importe quoi. Babin Ossala s'était assis à côté de Jarby un mardi matin, après le cours de droit commercial, et avait dit une chose étrange pour quelqu'un qui vient de s'installer à côté d'un inconnu, « Tu es le seul dans cette salle qui n'essaie pas de paraître plus intelligent qu'il n'est. » Jarby l'avait regardé. Il connaissait Babin de vue, tout le monde connaissait Babin de vue. La voiture garée devant la faculté,
les vêtements qui ne ressemblaient pas aux vêtements normaux, la façon de marcher de quelqu'un qui n'a jamais eu à faire attention à rien. Le genre de garçon que Jarby avait appris à ne pas envier parce que l'envie coûte de l'énergie et que l'énergie, à Mungali, on la garde pour les choses utiles. Mais Babin n'attendait pas une réaction particulière. Il avait posé sa question sur les clauses compromissoires, Jarby avait répondu, et ils avaient parlé 40 minutes dans le couloir. Le lendemain, Babin était revenu. En 2 semaines, ils déjeunaient ensemble. En 3, Jarby révisait dans l'appartement de Babin, un appartement sur le campus avec une climatisation qui fonctionnait et un réfrigérateur qui avait de la nourriture dedans, de luxe que Jarby nota sans rien dire. Ce qu'il ne comprit pas tout de suite et ce qu'il aurait dû comprendre, c'est que Babin n'avait pas besoin d'aide pour ses études. Babin était suffisamment intelligent. Ce qu'il cherchait, Jarby ne le sut que bien plus tard. Et quand il le sut, il était déjà trop tard pour que l'information serve à quelque chose. Mais on n'en est pas encore là. Patience. Ce qui importait, à ce moment précis, c'était l'invitation. Mon père veut te rencontrer. Il aime les gens qui réfléchissent. Jarby y alla un vendredi soir. La maison d'Achille Osala était à Bakongo, derrière un mur que la route ne laissait pas deviner. Un gardien ouvrit. Une cour propre. Des voitures. Une terrasse éclairée. Achille Osala avait 50 ans et les épaules d'un homme qui avait fait des choses difficiles avant de devenir riche, pas les épaules d'un homme qui a toujours eu de l'argent, mais celles d'un homme qui l'a conquis. Il serra la main de Jarby longtemps. Il le regarda pendant cette poignée de main d'une façon que Jarby interpréta comme de l'intérêt sincère. Ce n'était pas de l'intérêt sincère. Mais le problème avec les gens très bien habillés et très calmes, c'est qu'on leur prête des qualités qu'ils n'ont pas. Le repas dura 2 heures. Achille parla peu et posa beaucoup de questions. D'où venait Jarby? Ce que faisait son père? Pourquoi le droit? Ce qu'il voulait dans 10 ans. Des questions que personne ne lui avait jamais posées avec cette attention-là, et Jarby, qui avait 22 ans et un ego blessé depuis l'affaire de la bourse, répondit avec une honnêteté qu'il regretterait plus tard. En partant, Achille lui glissa une enveloppe dans la poche. Légèrement, comme on rend un stylo. Pour ton transport. Dans le taxibus du retour, Jarby compta. 50 000 francs. Il tint les billets un long moment. Il pensa au pasteur que sa mère lui avait envoyé 2 jours plus tôt, un homme tranquille aux souliers poussiéreux que Jarby avait à peine laissé parler avant de lui dire que tout allait bien et qu'il n'avait besoin de rien. Ce pasteur qui avait posé une main sur son épaule avant de partir et dit « Ce que tu cherches, mon fils, on ne le trouve pas à l'extérieur. » Jarby remit les billets dans l'enveloppe. Il la garda. Et quelque chose dans la façon dont il la garda vite, sans réfléchir, comme si réfléchir aurait été dangereux, aurait dû lui dire quelque chose sur lui-même. Ça ne lui dit rien. 15 jours après le dîner, Babin lui transmit un message de son père, « Je veux t'aider à te placer. Viens samedi. » Ce samedi-là, Achille lui proposa un stage dans l'une de ses sociétés de BTP. 3 mois, rémunérés, avec une lettre de recommandation garantie. Jarby accepta avant la fin de la phrase. Il rentra et l'annonça à ses parents. Sa mère pleura. Son père leva les mains au ciel. Ils remercièrent Dieu ensemble, à genoux dans le salon de Mungali. Jarby hocha la tête avec eux. Ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il ne remerciait pas Dieu. Il remerciait Achille Osala. La différence lui semblait importante. Le stage se passa bien. Trop bien, trop vite, ce qui est toujours suspect, mais que les gens heureux n'ont pas l'habitude de questionner. En 2 mois, Achille l'avait présenté à 4 associés, emmené sur 3 chantiers, mentionné dans 2 réunions comme un garçon qui a de l'avenir ici. Jarby dormait moins. Il mangeait peu. Il pensait tout le temps. Et ce sentiment d'être enfin vu, enfin dans le bon wagon, était une drogue plus efficace que n'importe quoi d'autre. Puis la voiture. Un vendredi soir. Une Toyota Corolla propre garée devant la maison, clé sur le tableau de bord, un mot glissé sous le pare-soleil, pour que tu n'attendes plus les taxibus. Là-haut. Jarby tint les clés 5 minutes sans bouger. Avec la voiture vint quelque chose d'autre, posé calmement, entre le poisson et le dessert du vendredi suivant. Le vendredi soir, on a une réunion. Des hommes sérieux.
Je voudrais que tu sois là. Pas une question. Pas une contrainte explicite. Juste une phrase douce comme toutes les phrases d'Achille au Sala. À sa première réunion du vendredi, Jarby remarqua une chose, la porte de la salle du fond portait un signe gravé dans le bois. Un tracé circulaire avec des branches intérieures, comme une roue qui ne ressemblerait à aucune roue connue. Il pensa que c'était décoratif. Il revit ce signe la semaine suivante. Et la semaine d'après. Ce qu'il aurait dû se demander, c'est pourquoi personne ne parlait jamais de ce signe. Dans toutes les conversations de ces réunions, les contrats, les chantiers, les projections financières, personne ne regardait jamais cette porte. Comme si ne pas la regarder était une règle non dite. Ce mois-là, Babin lui proposa de s'installer dans une chambre de la maison. La route depuis Mungali te coûte du temps. Achille entérina l'idée avec la facilité de quelqu'un qui l'avait anticipé. Jarby appela sa mère pour lui dire qu'il allait bien. Sa mère lui dit que le pasteur voulait repasser le voir. Dis-lui que je travaille. Jarby. Maman. Je travaille. Tout va bien. Il raccrocha. Ce soir-là, Jarby s'endormit dans une chambre propre et climatisée, dans une grande maison de Bakongo, avec les clés d'une voiture sur sa table de nuit. Il se dit que c'était ça, le début de la vraie vie. Il se dit ça, et il s'endormit. Et c'est exactement le moment qu'attendait Achille au Sala. Parce qu'un homme qui pense avoir trouvé sa place ne regarde plus où il met les pieds. Mais il y avait une chose que Jarby avait remarquée sans s'en rendre compte. Une chose petite, glissée dans les interstices de ses semaines de confort. Quelque chose qui le dérangeait dans son sommeil sans qu'il puisse lui donner un nom. Le signe sur la porte du fond. Et le fait que Babin, depuis 3 semaines, ne le regardait plus dans les yeux. Ce fut un jeudi soir. Pas un vendredi, détail qui, plus tard, prendrait tout son sens, parce que les vendredis avaient des règles et que ce jeudi n'en avait aucune. Jarby rentrait d'un déplacement avec 2 associés d'Achille quand Babin l'intercepta dans le couloir. Quelque chose n'allait pas de façon visible, pas de façon que Jarby aurait pu nommer. Juste cette qualité particulière du silence de quelqu'un qui sait quelque chose et qui n'a pas le droit de le dire. Mon père veut te voir. Maintenant. Babin indiqua le fond du couloir. Mais ce soir, pas la salle habituelle. Plus loin. Un escalier que Jarby n'avait jamais pris parce qu'une grande plante en pot l'avait toujours rendu invisible, ou peut-être que Jarby ne l'avait pas cherché parce qu'il y a des choses qu'on ne cherche pas quand on est heureux. Les marches descendaient dans un silence différent. Pas l'absence de bruit, quelque chose de plus épais que ça. Comme si l'air lui-même pesait davantage en bas. Achille était assis dans une grande pièce souterraine. Des bougies. Pas beaucoup, juste assez pour voir les murs. Et sur les murs, le signe. Pas gravé cette fois. Tracé en rouge sombre, du sol au plafond, à intervalles réguliers. Comme si quelqu'un avait passé beaucoup de temps à le répéter. Assieds-toi, Jarby. Achille parla lentement, de sa voix habituelle, cette voix égale qui ne montait jamais et qui, Jarby commençait à comprendre, ne montait jamais précisément parce qu'elle n'avait pas besoin de le faire. Et tu as mangé à ma table. Dormi dans ma maison. Conduit ma voiture. Rencontré mes associés. Je t'ai observé depuis le premier soir. Tu as ce qu'il faut. Ce qu'il faut pourquoi? Achille se leva. Il s'approcha d'une table basse sur laquelle était posé un objet enveloppé dans un tissu noir. Il ne le toucha pas encore. Ce que tu as maintenant, je te l'ai donné. Ce que tu n'as pas encore, les vraies portes, le vrai argent, le pouvoir qui ne dépend pas de la bonne humeur d'un client, ça ne se donne pas. Ça se descend chercher. Jarby regarda l'escalier. Il regarda Babin, toujours debout dans un angle de la pièce. Babin ne le regardait pas. Ce soir, soit tu descends avec moi. Soit tu remontes ces marches, tu reprends tes affaires, et demain matin tu retournes prendre les taxibus. Jarby pensa à la liste des bourses. Au nom d'Adoum en 2e position. À son père à genoux dans le salon de Mungali. Il pensa à tout ça. Achille prit l'objet enveloppé dans le tissu noir. Il ne le montra pas, il tendit simplement la main vers une 2e porte au fond de la pièce. Une porte sans poignée, sans serrure visible, que Jarby n'avait pas vue en entrant. Elle s'ouvrit d'elle-même.
Et ce qui venait de l'autre côté n'était pas du silence. C'était quelque chose de vivant, de chaud et de vieux, une présence qui n'avait pas de forme mais qu'on reconnaissait immédiatement, comme on reconnaît une odeur d'enfance sans pouvoir la nommer. Jarby se leva. Il descendit. Ce qu'il ne savait pas encore, ce que personne ne lui avait dit et que Babin n'avait pas le droit de lui dire, c'est que là en bas, quelqu'un l'attendait. Quelqu'un qu'il connaissait depuis toujours. Il n'y avait pas d'escalier après la porte. Il y avait une descente progressive, comme si la ville de Brazzaville avait un ventre et qu'on en approchait le centre. La lumière changeait, pas de bougie, pas d'ampoule, une clarté froide qui éclairait tout pareillement et ne faisait aucune ombre. Ce détail, l'absence d'ombre, était le premier signe que les règles normales ne s'appliquaient plus ici. Jarby le nota quelque part dans sa tête et continua d'avancer, parce que c'est ce que font les gens courageux ou les gens stupides, et à ce moment-là ils n'étaient pas encore sûrs d'être l'un plutôt que l'autre. Ils arrivèrent dans une salle immense. Des colonnes de pierre noire. Des silhouettes assises en cercle, des hommes, des femmes, certains en costume, certains en tenue traditionnelle, tous avec les mêmes yeux. Des yeux qui regardaient sans voir. Des yeux de personnes qui ont fait un choix et qui vivent maintenant avec. Achille traversa la salle sans s'arrêter. Jarby le suivit. Au fond, derrière une grille basse, des gens étaient assis à même le sol. Des dizaines. Certains dormaient. Certains priaient. Jarby le reconnut au mouvement silencieux des lèvres, à cette tension particulière du visage de quelqu'un qui prie sans être sûr d'être entendu. Et parmi eux, les yeux mi-clos, adossés à la grille comme quelqu'un qui attend depuis longtemps sans savoir quoi, Évariste Moukala. Son père. Jarby s'arrêta. Qu'est-ce qu'il fait là? Sa voix sortit plus petite qu'il ne l'aurait voulu. Achille ne se retourna pas, il a toujours été là. Depuis ta naissance. Nous gardons ce dont les enfants nous appartiennent un jour. Ton père a prié pour toi toute sa vie. Ses prières t'ont protégé. Mais maintenant tu es ici. Alors ces prières ne changent plus rien. Jarby s'avança vers la grille. Son père ne leva pas les yeux. Il tendit la main à travers les barreaux et toucha son épaule. Rien. Pas un frémissement. Pour rester, dit Achille derrière lui, tu poses la main sur cet objet. Tu prononces le nom qu'on va te donner. Et ton père dort confortablement, sans souffrance, pour toujours. Et toi, tu rejoins les nôtres complètement. Tout ce que tu as maintenant devient permanent. Et ce que tu n'as pas encore arrive. Et si je refuse? Tu repars avec lui. Tel qu'il est. Et tu reprends ta vie d'avant. Sauf que maintenant tu sais ce qui existe ici. Et ce savoir-là, Jarby, on ne peut pas le rendre. Achille posa l'objet dans la main de Jarby. Petit. Lourd. Chaud d'une chaleur qui n'était pas naturelle. Jarby regarda son père. Il regarda les gens derrière la grille, ces femmes et ces hommes qui avaient des enfants quelque part là-haut, des enfants qui avaient fait le même calcul que lui et avaient choisi autrement. Il regarda Babin, qui était descendu avec eux, qui se tenait à 3 mètres, qui regardait le sol avec l'expression de quelqu'un qui a fait ce choix il y a longtemps et qui ne peut plus l'appeler un choix. Babin n'était pas un ami qui l'avait trahi. Babin était quelqu'un qu'on avait envoyé le chercher. La différence est cruelle et importante. L'objet était chaud dans la paume de Jarby. Les lèvres de son père bougèrent. Imperceptiblement. Les mêmes mots depuis 50 ans. Jarby ferma les yeux. Dans 3 secondes, il allait prendre la plus importante décision de sa vie. Et contrairement à ce qu'il avait cru toute son existence, cette décision n'aurait rien à voir avec l'intelligence. Les yeux fermés, l'objet dans la paume, Jarby essaya de calculer. C'était sa nature, calculer, peser, mesurer. Il avait cru toute sa vie que les bonnes décisions venaient des bonnes analyses. Qu'un homme intelligent ne se trompait pas. Que les erreurs étaient le problème des gens qui ne réfléchissaient pas assez. Seul un homme très intelligent peut se convaincre de faire une chose aussi stupide avec autant d'arguments solides. D'un côté de la balance, la voiture. Le stage. Les associés. Le costume. L'avenir. La fin des taxibus, des beignets du dimanche, des nuits à Mungali où le ventilateur faisait plus de bruit qu'il ne faisait de vent. De l'autre côté, son père. Qui dormait contre une grille, dans le ventre de la terre, les lèvres qui bougeaient encore.
Ce n'était pas une balance. Les deux plateaux ne portaient pas le même poids. Jarby ouvrit les yeux. Son père était toujours là. Les lèvres toujours en mouvement. Et quelque chose dans ce mouvement, dans cette prière murmurée au fond d'un endroit sans lumière naturelle, sans témoin, sans aucune raison rationnelle d'espérer, quelque chose dans cette obstination-là fit à Jarby l'effet d'un coup de poing dans la poitrine. Son père priait encore. Là. Maintenant. Alors que son propre fils était debout à 3 mètres de lui, tenant dans sa paume de quoi tout trahir. Jarby posa l'objet au sol. Pas un geste théâtral. Pas un cri. Il le posa, comme on pose quelque chose qu'on s'est rendu compte qu'on n'avait jamais eu le droit de tenir. Puis il passa les deux mains à travers la grille. Papa. Silence. Papa. C'est moi. C'est Jarby. Les lèvres s'arrêtèrent. Un battement de paupières lent, comme quelqu'un qui remonte de très loin. Achille bougea. Un son qu'il fit, pas un mot, quelque chose de plus vieux que les mots, et la salle frémit. Tu ne peux pas partir. Tu as mangé à ma table. J'ai posé ce que tu m'as donné. Jarby. J'ai posé ce que tu m'as donné. La deuxième fois, il le dit pour lui-même autant que pour Achille. Parce que c'était la seule vérité qu'il avait en ce moment, pas de la foi, pas de la force, juste ce fait simple, il avait posé l'objet. Ce qui suivit fut rapide et confus, une pression dans les oreilles, une lumière sans source, et la main de son père qui saisit la sienne à travers la grille avec une force que Jarby ne lui avait jamais connue. Puis les marches. Puis le couloir. Puis l'air de la nuit de Brazzaville. Son père marchait à côté de lui. Lentement. La tête relevée. Jarby ne se retourna pas. Mais à mi-chemin entre la maison d'Achille et la rue, il pensa à une chose, une seule. Le pasteur aux souliers poussiéreux. Ce que tu cherches, mon fils, on ne le trouve pas à l'extérieur. Il avait chassé cet homme 2 fois. Parfois Dieu envoie quelqu'un te dire la vérité et toi tu lui dis que ça va alors que ça ne va clairement pas. Et Dieu, il est patient, alors il attend. Mais il attend pas indéfiniment. Ils marchèrent sans parler. Son père ne posa pas de questions. Jarby n'en avait pas la force. Ils traversèrent Bakongo dans la nuit, 2 silhouettes parmi les rares autres, et la seule chose entre eux c'était le bruit de leurs pas et le son lointain de la ville qui continuait à vivre comme si rien ne s'était passé. Ce qu'il y a de cruel avec les grandes nuits de sa vie, c'est que la ville, elle, s'en fout complètement. Son père dit une chose avant qu'ils atteignent la grande rue. Pas pour expliquer ce qui s'était passé en bas. Juste, tu as faim? Jarby faillit rire. Il ne rit pas. Il dit oui. Le lendemain matin, il retourna à la maison d'Achille chercher ses affaires. Il sonna. Personne. Il appela Babin. Sonnerie dans le vide. Il revint le soir. Il attendit 40 minutes dans la rue avec sa valise à ses pieds. La lumière était allumée à l'intérieur. Des voix, peut-être. Personne n'ouvrit. Le 3e jour, il frappa le portail avec les poings. D'abord avec méthode. Puis avec quelque chose qui n'avait plus de méthode. Il frappa jusqu'à ce que sa paume brûle, jusqu'à ce que les passants se retournent, jusqu'à ce qu'un voisin sorte de la maison d'à côté, regarde ce jeune homme en costume froissé avec ses mains rouges, et rentre chez lui sans rien dire. C'est ça, la chute. Pas le moment où tu perds tout. Le moment où les gens qui t'ont vu monter te regardent descendre sans faire un geste, et c'est normal, parce que tu as monté avec de l'argent d'autrui et tu descends seul. Jarby s'assit sur le trottoir devant ce portail fermé. Il resta là jusqu'à la nuit. Sa mère le trouva. Il ne saurait jamais exactement comment, peut-être quelqu'un avait appelé, peut-être c'est cette chose que les mères ont et que personne n'explique vraiment. Elle arriva à pied, son pagne bien noué, le visage sans surprise. Pas parce qu'elle s'attendait à le trouver là. Mais parce que depuis des mois elle s'attendait à quelque chose, et que quelque chose avait maintenant une adresse. Elle s'assit à côté de lui sur ce trottoir. Elle prit sa main. Elle ne dit rien. Et dans ce silence-là, ce silence de mère qui ne dit pas je t'avais dit parce qu'elle comprend que son fils le sait déjà, Jarby pleura. Pas de façon théâtrale. Juste les larmes qui venaient, doucement, comme de l'eau qui a attendu trop longtemps d'avoir la permission de couler. Ce soir-là,
la question qui se posait n'était plus « est-ce que Jarby allait s'en sortir ?» La vraie question, celle que personne ne disait à voix haute, c'est « est-ce qu'Évariste Moukala, lui, allait se réveiller vraiment ?» Parce qu'il marchait, oui. Mais depuis la nuit du sous-sol, il n'avait pas dit grand-chose. Et sa femme avait remarqué quelque chose dans ses yeux que Jarby n'avait pas encore vu. Ils rentrèrent à Mungali à pied, les trois. La maison était comme il l'avait laissée, le ventilateur bruyant, la lumière jaune du salon, l'odeur de beignets qui ne disparaissait jamais vraiment. Jarby s'assit sur le canapé, le même canapé sur lequel il s'était assis le matin de la bourse, le matin où il n'avait pas voulu s'agenouiller. Son père s'assit en face de lui. Évariste Moukala avait les yeux clairs, plus clairs que d'habitude, comme après une longue nuit de fièvre dont on émerge avec quelque chose de lavé dans le regard. Il regarda son fils pendant un moment. Puis il dit une seule phrase, « Tu es revenu. » 3 mots. Pas je t'avais prévenu. Pas tu aurais dû écouter. Juste, tu es revenu. Jarby ne put pas répondre. Le lendemain matin, le pasteur revint. 3e fois, il avait la ténacité tranquille des gens qui prient pour quelqu'un depuis longtemps et qui ne comptent pas les allers-retours. Il s'assit dans le salon. Il ne triompha pas. Il ne fit pas de grands discours sur les sectes et les dangers de la richesse facile. Il demanda comment Jarby allait et attendit la vraie réponse. La vraie réponse mit du temps. « Je cherchais que mon père soit fier de moi, dit Jarby finalement. Et quelqu'un m'a fait croire que pour ça, je devais d'abord ne plus lui ressembler. » Le pasteur hocha la tête. « Et maintenant ?» Jarby regarda ses mains, les paumes encore à vif du portail. « Maintenant je sais ce que je cherchais. Et je sais où c'était depuis le début. » Ce n'était pas une conversion spectaculaire. Il n'y eut pas de larmes de joie, pas de mains levées, pas d'alléluia en stéréo. Il y eut un jeune homme de 22 ans qui retourna à l'université le lundi suivant, sans voiture, sans costume de riche, avec les mêmes notes et la même faculté, mais avec quelque chose de différent dans la façon dont il marchait dans les couloirs. Quelque chose qui ressemblait à quelqu'un qui sait où il va et qui n'a plus besoin de le prouver. 3 mois plus tard, un professeur fatigué de 60 ans remarqua un devoir. Le lut jusqu'au bout. Fit une recommandation. Pas à une grande société de BTP. À un cabinet d'études juridiques qui cherchait un stagiaire pour 6 mois, avec une possibilité de suite. La porte ne s'ouvrit pas avant qu'il frappe. Il frappa. Elle s'ouvrit. Et voilà le vrai miracle, pas la porte qui s'ouvre d'elle-même devant toi parce que quelqu'un de puissant a décidé de t'adopter. Le vrai miracle, c'est la main qui frappe parce qu'elle a appris, enfin, à frapper au bon endroit. Et à supporter d'attendre.